Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir un outil de O2 Switch qui est très pratique. Alors, il faut savoir qu'il existe des équivalents sur d'autres hébergeurs, notamment comme Flywheel ou Hostinger, qui permet d'administrer beaucoup de choses de son site WordPress depuis son interface Control Panel, là, le cPanel de O2 Switch. Alors, j'avais un peu parlé déjà de cet outil qui est ici, WP Tiger, lors d'une précédente vidéo où je parlais des restaurations de sites en cas de problème, d'accord. On peut avoir un site qui est down, qui n'est plus accessible, qui a planté pour une raison ou une autre, et on pourrait le restaurer notamment avec WP Tiger. Donc là, on va aller découvrir ensemble WP Tiger. WP Tiger pour WordPress et Tiger puisque le logo de O2 Switch est un petit tigre. Je vois ici tous mes domaines et sous-domaines administrés sous WordPress. C'est-à-dire que si j'avais d'autres sites faits avec d'autres choses, je ne les verrais pas dans WP Tiger. Je vais aller faire un tour sur mes tutos wp.com là. Je vois ici le chemin d'accès, le chemin d'administration. Je pourrais me connecter à mon PHPMyAdmin pour gérer mes bases de données par exemple. Et donc me voici dans l'administration de ce site-là, côté WP Tiger. On voit bien qu'à aucun moment je n'ai besoin de me connecter à mon site, je peux tout administrer depuis l'interface cPanel de O2 Switch. Et donc là, on va voir des petits liens. Ce sont des encres, d'accord, comme sur un site en one page. Par exemple, si je cliquais sur gérer mes sauvegardes, je vais descendre dans la page jusqu'à gérer mes sauvegardes. Et on va faire un tour ensemble pour voir les différentes fonctionnalités. Donc il me dit qu'on va pouvoir gérer les utilisateurs, gérer des extensions, gérer la sécurité du site, gérer des sauvegardes, voir quelque chose concernant le SSL, le certificat SSL, et créer une pré-prod. Plus quelques actions avancées que je détaillerai plus bas. Gestion des utilisateurs. Alors j'ai masqué mon utilisateur principal, d'accord. Pour le moment j'ai rajouté Paul Le Poulpe. On est en plein mondial. On est le 14 décembre 2022. Ce soir, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde et je manquais d'imagination, donc Paul Le Poulpe. Ici, je vois donc l'identifiant. Je pourrais rentrer son mot de passe, son rôle sur le site. Donc là, il y a l'extension Yoast SEO d'installer sur mon site. C'est pour ça que je vois marqué SEO Manager, SEO Editor. Si j'avais une extension comme WooCommerce, je le verrais ici grâce à deux rôles qui auraient été créés par WooCommerce, Customer et gérant de boutique. Du coup, là, je pourrais créer à tout moment un nouveau compte WordPress. J'irai choisir nom d'utilisateur, adresse mail, je rentrerai son compte, etc. Et je vois ici leur rôle, je pourrais me connecter depuis ici à un de ces utilisateurs et le mettre à la poubelle si je n'en ai plus besoin. Du coup, je pourrais administrer tous mes utilisateurs, pas seulement les administrateurs, mais si j'avais des gens qui se connectaient à mon site en tant que client de ma boutique, en tant qu'abonné à mes emails ou abonné à mes articles de blog, je les verrai ici aussi et je pourrai les administrer sans avoir à passer par le côté compte. Gestion des extensions. Je vais voir ici toutes les extensions installées sur mon site. Donc là, on voit que j'en ai beaucoup, donc j'ai 3 pages d'extensions. Les extensions, je vois leur nom, si elles sont activées ou non sur mon site. Par exemple, je vois que Graphina est inactif. Je pourrais choisir de l'activer d'ici ou de la supprimer. Les extensions activées, je pourrais les désactiver. On voit que je ne peux pas les supprimer lorsqu'elles sont actives. Ça m'évite de faire des bêtises. Pour mon site, c'est une sécurité afin de ne pas supprimer quelque chose qui est actif sur le site. L'onglet Vérifier l'intégrité, ça va servir à vérifier qu'une extension n'a pas été modifiée par un virus ou quelque chose comme ça. Version. Quand j'avais fait la vidéo sur la restauration des sites en cas de problème,
je vous avais dit que des extensions pouvaient avoir des fois des problèmes. Il y a eu le cas au cours de l'année 2022, en mars, il me semble, si je dis pas de bêtises, d'une mise à jour de Elementor qui avait mal été codée par les développeurs et qui, sur certains sites utilisant une certaine fonctionnalité d'Elementor, créait un problème, un bug, et certaines pages n'étaient plus accessibles, voire le site en entier. Si pour une raison ou une autre, il y a un problème avec une extension, au moment où elle modifie le code, ou si elle a mal été codée, je ne sais pas moi, imaginons qu'on ait une perte de connexion pendant que l'extension est en train de modifier le code de WordPress pour intégrer son propre code. Ça peut faire planter le site et on pourrait ne plus avoir accès du tout à l'interface administrateur. Pour ce type de problème, on peut très bien aller se connecter à son FTP. Donc normalement, vous avez les codes qui vous sont transmis au moment où vous créez votre hébergement, vous recevez un email avec les codes. Et là, on voit, par exemple, si j'allais sur ce site-là, je vois dans WP Content mes plugins et je pourrais choisir de désactiver un plugin qui pose problème. Tout simplement en changeant son nom, mon WordPress ne trouverait plus le chemin pour lancer l'extension qui pose problème et son code qui pose problème, et du coup elle n'apparaîtrait plus sur mon site et le problème serait résolu. Je supprime l'extension, je la réinstalle. Là, depuis mon WP Tiger, je vais pouvoir choisir, s'il y a un souci avec une extension, de la réinstaller dans une version antérieure. Imaginons que j'ai lancé beaucoup d'extensions d'un coup à mettre à jour. Et d'un seul coup, je m'aperçois que mon site n'est plus accessible et je ne peux plus me connecter à l'administration. D'ici, je pourrais désactiver toutes mes extensions et les réactiver une par une. Lorsque je repère l'extension qui ne marche pas, je sais qu'elle fonctionnait jusqu'à présent, c'est sa nouvelle mise à jour qui pose un problème, et bien je choisis de réinstaller celle-là dans une version antérieure. Donc je choisirai ici la version et je cliquerai sur installer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique de pouvoir gérer ces extensions sans avoir à passer par l'interface de WordPress. Surtout que selon comment on plante le site, on peut très bien ne plus avoir du tout accès à son interface administrateur. Sécurité. Alors là, ça va pouvoir permettre d'installer ce qu'on appelle des snippets. Les snippets, c'est des bouts de code préconçus, d'accord, qu'on va mettre ou non sur un fichier qui s'appelle htaccess. Si je viens ici sur un de mes sites, hop, par exemple ici, j'ai un fichier htaccess qui contient des bouts de code qui vont activer ou non certaines fonctionnalités de mon WordPress. Les petits snippets là, ça va me permettre de les activer sans avoir à rentrer de code. Alors, ce qu'on trouve ici, certaines extensions de sécurité le permettent également, mais là on pourrait le faire directement depuis le serveur et je vais vous détailler ce qu'on trouve là-dedans. Désactiver le listing des fichiers dans les dossiers sans index. En fait, si je viens ici voir mon site, je vois que j'ai quelque chose qui s'appelle index.php. Quand on code un site, normalement la page d'accueil c'est la page index.php ou index.html s'il n'y a pas de script PHP qui s'exécute sur notre site. D'accord ? Si on n'a pas de code PHP mis en place, la page d'accueil ce sera index.html. On pourrait très bien avoir une page d'accueil qui n'est pas un index. Et donc là, c'est juste pour désactiver le listing des fichiers sans index. Voilà. Si un site qui n'a pas d'index, on désactive son listing, il n'est pas référencé. Masque l'identifiant des auteurs. Alors ça peut être important parce que là, si je me mets sur le compte Paul Le Poulpe, il est administrateur de mon site, j'irai le supprimer un peu plus tard. Il est administrateur de mon site et s'il publie des articles de blog, s'il publie des choses sur mon site, il y a par défaut son identifiant qui va apparaître. S'il n'a pas pris la peine de venir mettre un prénom, un nom et un pseudonyme, d'accord, là, nom affiché publiquement, je peux choisir le pseudo
l'identifiant, prénom, nom, prénom plus nom, nom plus prénom. S'il n'a pas pris la peine de remplir ces cases-là, et c'est pas du tout obligatoire quand on crée un site, ça n'est pas du tout obligatoire, eh bien l'identifiant apparaît sur le site. Le problème, c'est que je vais lancer une navigation masquée pour aller sur mon site. Imaginons que j'aille sur ce site-là. Donc ça, c'est un faux site que j'utilise pour montrer à quoi ressemble une boutique en ligne quand je fais les cours pour mes étudiants. Pour se connecter à un site, il suffit de prendre son nom de domaine, là, son URL de sa page d'accueil, et de rajouter wp-admin pour se connecter à un site WordPress. Arrivé ici, il suffit de connaître l'identifiant ou l'adresse mail de l'administrateur et son mot de passe, et ça y est, on se connecte à l'administration. 65% des sites créés chaque année sont des sites WordPress et ça ne fait qu'augmenter. Plus de 45% de tous les sites mondiaux sont créés sous WordPress, d'accord, ont été créés sous WordPress. Et bien, du coup, un hacker a tout intérêt à apprendre à hacker des sites WordPress puisque c'est ce qu'il y a de plus commun. S'il connaît l'adresse d'un site WordPress, eh bien, il suffit de taper wp-admin, il arrive sur l'interface de connexion. Si en plus, sur votre site, lorsqu'on vous publiez des choses, il y a marqué votre identifiant, il n'a plus qu'une seule chose à trouver, c'est ici le mot de passe. Et pour ça, il peut faire ce que l'on appelle des attaques de force brute, c'est-à-dire un logiciel va tester plein de code pour se connecter. Et du coup, on lui a marché 66% du boulot en ayant en adresse de connexion wp-admin et en identifiant, en l'ayant laissé son identifiant apparaître sur le site. En parlant de ça, j'avais fait un tuto sur une petite extension qui s'appelle WPS Hide Login, je vous mets la fiche là-haut, qui permet de changer son adresse de connexion. C'est-à-dire qu'au lieu du /wp-admin, vous mettriez le mot que vous voulez vous, qui n'est connu que de vous seul, et déjà avant même d'arriver ici pour rentrer identifiant et mot de passe, ça demanderait au hacker de trouver quelle adresse de connexion est la bonne. Et du coup là, en masquant l'identifiant des auteurs, eh bien, si vous n'avez pas fait la démarche de créer des pseudos, de mettre un prénom et un nom, que ce soit ça qui s'affiche sur le site, là, votre WP Tiger empêcherait que les identifiants apparaissent et qu'un hacker puisse les récupérer pour les tester sur l'adresse de connexion de votre site. Bloque l'accès à la page de commentaires pour les navigateurs sans user agent ou référeur. Référeur, c'est quelque chose qui est sur vos navigateurs et qui regarde le cheminement que vous avez fait sur un site internet. Le user agent, bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont un user agent sur leur navigateur. Ça peut même se désactiver, mais le user agent, c'est en gros quelque chose qui va vous rendre plus identifiable au niveau de votre adresse IP, etc., pour être sûr que c'est une personne derrière le navigateur. Donc là, quelqu'un qui désactiverait son user agent, normalement on ne le fait pas sans raison, désactiver son user agent, ou quelqu'un qui utiliserait un navigateur qui n'en a pas, par exemple un bot qui naviguerait sur le net en étant masqué pour mettre des spams ou des contenus indésirables sur n'importe quelle interface d'écriture d'un site qu'il trouverait, et bien là, il serait par défaut bloqué, il ne pourrait pas accéder aux commentaires. Bloque le téléchargement des fichiers .sql. Allez, je vais l'activer aussi. Les fichiers SQL, ce sont des fichiers qui sont dans vos bases de données. Dès que vous mettez quelque chose sur votre site, quelqu'un se crée un compte, vous créez une page, un article de blog, vous avez des options sur les extensions que vous avez paramétrées. Tout ça, ça incrémente une base de données. Dans la base de données, il y a plein de tables de données, une par extension. Il y a même des fois plusieurs tables de données pour une seule extension. Il y en a une qui va ne servir qu'à enregistrer vos pages. Une autre table de données qui va enregistrer chacun de vos articles, chacune des révisions des articles. Et par exemple, quelqu'un qui irait sur une boutique se créer un compte, il va rentrer son nom, son prénom, son adresse mail, sa date de naissance, peut-être ses coordonnées bancaires. Il a une historique d'achat sur la boutique.
il y a tout ça qui va être enregistré dans vos bases de données. En bloquant le téléchargement des fichiers SQL, vous empêcheriez toute autre personne qui n'a pas directement accès à votre base de données, eh bien, quelqu'un qui essaierait de s'infiltrer ne pourrait pas télécharger ces fichiers SQL. Bloque l'accès au fichier error-log qui contient les erreurs PHP. Votre site pourrait avoir des erreurs PHP, cela pourrait éventuellement être des failles de sécurité à exploiter. En bloquant l'accès au fichier error-log, quelqu'un qui essaierait d'infiltrer votre site ne verrait pas les erreurs PHP qu'il pourrait exploiter pour parasiter votre site. Bloque l'accès aux fichiers README et licences. Les fichiers README et licences, ce sont des petits fichiers qui peuvent être à la source, à la racine de votre site ou dans les extensions. Et tout simplement, ça va avoir vos numéros de licence pour des extensions que vous payez, des choses comme ça, vos identifiants et peut-être même des coordonnées plus sensibles encore. En bloquant l'accès à ces fichiers-là, quelqu'un qui essaierait d'infiltrer votre site ne pourrait pas piller vos données. Bloque l'accès au fichier xml-rpc.php. Le fichier xml-rpc.php, c'était une interface qui servait à dialoguer avec votre WordPress à distance. Ça permettait par exemple, via une petite application, d'administrer son site WordPress, de créer des articles de blog, des choses comme ça, à distance, depuis son smartphone par exemple. C'est quelque chose qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, il y a d'autres moyens de le faire. Le fichier XML RPC ne sert plus à rien. Donc pour éviter que des gens essaient de s'infiltrer en passant par là, on peut désactiver l'accès au fichier XML RPC. Interdit l'exécution de PHP dans le dossier Uploads. Le dossier Uploads, c'est grosso modo votre dossier média, la médiathèque de WordPress, c'est-à-dire les images, vidéos, musique, PDF, les Lottie files, tout ce que vous pourriez mettre dans votre médiathèque. Ces fichiers-là ne sont pas censés exécuter de code PHP. Si un code PHP s'exécute dans le dossier des uploads, c'est certainement un virus qui traîne. Du coup, là, ça interdirait l'exécution de PHP, et si un virus essaie de vous infecter, il ne pourrait pas se propager ou, envoyer des données à quelqu'un à votre insu. Force une redirection vers la version HTTPS du site. Le HTTPS, c'est une sécurité, c'est ce qui fait que sur vos sites, il peut y avoir le petit cadenas là pour dire qu'il est sécurisé. Sinon, il y aura marqué non sécurisé. Il y a certains navigateurs, certains antivirus qui bloquent directement l'accès aux pages qui ne sont pas en HTTPS. Google, lui aussi, prend en compte le HTTPS dans son référencement. Un site qui n'est pas sécurisé sera moins bien noté naturellement qu'un site qui l'est. Donc le HTTPS, c'est ici la sécurité. On peut prendre un certificat SSL. Il faut savoir que beaucoup d'hébergeurs ont créé un certificat SSL gratuit qui s'appelle Let's Encrypt. C'est assez facile. Je viens choisir ici sur quel site je veux générer le certificat SSL. Je clique dessus, ça prend vraiment quelques minutes. J'avais fait un tuto là-dessus. J'avais montré une extension aussi qui s'appelle Really Simple SSL qui va assurer que votre site soit bien en SSL même quand vous avez pris le certificat et améliorer 2-3 trucs de sécurité également. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement un certificat SSL ? Quand votre site est en HTTPS, ça veut dire qu'il y a un petit protocole de sécurité qui s'exécute. Quand quelqu'un va essayer de se connecter à votre site via son navigateur, votre serveur va générer une clé d'encryptage. Il va la transmettre au navigateur. Ensuite, il va lui envoyer les données de votre site qui seront toutes encryptées. Et juste votre serveur et le navigateur de cette personne ont une clé en commun pour comprendre ce qui s'envoie comme données. Ça veut dire que si quelqu'un navigue sur votre site, qui commence à rentrer ses coordonnées bancaires, etc., son famille, son adresse, des données sensibles, eh bien tout ça, s'il regarde des vidéos, s'il regarde des images, tout ça c'est encrypté. Et une personne qui se connecterait pendant la connexion pour voir le flux de données ne pourrait pas savoir
ce que la personne regarde, ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Et du coup, ça protège la connexion entre votre serveur et chaque personne naviguant sur votre site. Il faut savoir que si vous n'avez pas mis de suite votre site en SSL, quand vous avez commencé à créer des pages, elles se sont créées en HTTP et non en HTTPS. Du coup, ici, si vous aviez les deux versions des pages, HTTP, HTTPS, là, ça forcerait une redirection vers la version HTTPS du site pour qu'on n'accède pas à la version HTTP qui est moins sécurisée. Forcer l'authentification sur les appels à l'API REST de WordPress. L'API REST, pour schématiser, on va dire que c'est ce qui remplace le XML RPC. API, c'est une interface de dialogue entre le code de WordPress et le code de logiciels tiers. C'est-à-dire que WordPress, normalement, il a son code, et pour être sûr que d'autres logiciels puissent traiter avec lui, il y a une interface des codes en commun que les logiciels peuvent utiliser pour communiquer avec WordPress. Ça, c'est l'API. Le REST, c'est un protocole qui permet d'accéder à son WordPress à distance. C'est ce qui vous permet que, où que vous soyez dans le monde, vous vous connectez à un ordinateur, vous allez sur votre site et vous l'administrez. L'API REST, c'est donc le fait d'avoir des logiciels qui peuvent communiquer avec votre administration de WordPress à distance. Et là, ça forcerait l'authentification pour se connecter à l'API REST de WordPress. Ça veut dire que quelqu'un qui essaierait de se connecter avec des moyens détournés à distance à votre site WordPress, eh bien là, il sera obligé de s'authentifier. Et donc les hackers, ça va leur compliquer le boulot. Masque la version de WordPress. En fait, WordPress a plusieurs versions, il se met à jour, il peut se mettre à jour pour plusieurs raisons. Ajouter de nouvelles fonctionnalités par exemple, suivre l'évolution de PHP, mais aussi pour bloquer des failles de sécurité. Si on s'aperçoit que niveau code, il y a une petite faille de sécurité dans WordPress et que des hackers essaient de s'infiltrer dans le site WordPress via cette faille-là, WordPress va faire une mise à jour. Les développeurs créent une mise à jour pour combler cette faille de sécurité. Et du coup, si j'ai une ancienne version de WordPress, il y a des thèmes qui affichent clairement sur quelle version de WordPress on est. Il y a aussi des extensions de Chrome, par exemple, qui servent à voir les choses qu'il y a sur des sites. Ça peut vous renseigner sur ce qu'il y a comme extension installée sur certains sites, leur version, etc. Si vous voulez faire la même chose. D'accord, un site vous plaît, vous voyez qu'il a un plugin de réservation qui a l'air bien, vous pouvez vérifier que c'est bien un site fait sous WordPress et voir quel plugin il a utilisé. Donc il y a des moyens de voir des versions de WordPress. Et si on voit que vous avez une version obsolète, parce que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre site depuis très longtemps, vous avez un site vitrine pour une asso, il est fait, il marche bien, les gens arrivent à vous contacter, ils vous trouvent, vous n'avez pas de raison de vous connecter au jour le jour à votre site WordPress. Donc si vous ne l'avez pas mis à jour, si vous n'avez pas mis les mises à jour automatiques de WordPress par exemple, et que un hacker passe par là, il voit sur votre site une ancienne version de WordPress, il pourrait en profiter parce qu'il y a peut-être des failles de sécurité connues sur cette version-là. En masquant la version de WordPress, le hacker ne verrait pas directement où sont les failles de sécurité. Désactiver le XML RPC de WordPress, c'est ce que je vous disais ici. C'est quelque chose qui est totalement obsolète. C'est un moyen de communiquer avec son site à distance. Ça n'a pas été mis à jour depuis 2016, plus personne ne s'en sert. Maintenant, on se sert de l'API REST WordPress. Du coup, on peut le désactiver. Masque le message d'erreur de connexion. Si on a un souci quand on essaie de se connecter, ça va masquer le message d'erreur. Si par exemple vous aviez une extension qui fait que vous n'avez que 3 essais, le hacker ne le saurait pas et se retrouverait bloqué après 3 essais. Donc voilà, quand je fais ces petites modifications, ça s'ajoute à mon fichier htaccess et j'ai pas de code à rentrer pour ce faire. Gérer mes sauvegardes. Je peux créer des sauvegardes d'un site. Donc j'en avais parlé sur un tuto précédent et je pourrais ici restaurer mes sauvegardes de mon site. Donc votre hébergeur de base fait des sauvegardes toutes les 36 à 48 heures de vos sites sous domaine, etc. Là, je peux la créer moi à un moment donné. Je me dis tiens, aujourd'hui, je trouve que mon site il est bien,
j'ai fait beaucoup de modifs dessus, je veux garder une sauvegarde de mon site à ce moment précis. Parce que les sauvegardes automatiques, au bout de 2-3 mois, elles sont remplacées. D'accord? Sur OdoSwitch, il fait une quarantaine de sauvegardes de sites. Et après, il remplace les plus anciennes au fur et à mesure. Bien là, j'ai créé une sauvegarde de mon site à un instant T. Je sais que là, tout va bien sur mon site. S'il y a un problème, je pourrais choisir de restaurer cette sauvegarde-là. Donc on voit, c'est assez rapide. J'en suis déjà à l'étape 4 sur 5. Ça va prendre une petite minute pour finir la sauvegarde. Et ça y est, ma sauvegarde est bel et bien créée. Je peux à tout moment restaurer mon site à cette version-là. Je peux supprimer cette sauvegarde ou la télécharger pour la stocker sur mon ordinateur au cas où. Forcer le site en HTTPS. Si j'avais créé mon site en HTTP, je prends un certificat SSL et ensuite je peux dire je force le site en HTTPS. Ça rejoint la fonctionnalité qu'on a vue un peu plus haut. Créer une pré-production. Quand j'ai des élèves en cours, que ce soit en distanciel ou en présentiel, on crée des sites en réseau local, d'accord? On crée un serveur local qu'on virtualise sur nos ordinateurs grâce à des logiciels comme XAMPP, WAMP, MAMP si on est sur Mac. Et on va pouvoir créer donc des sites en réseau local qui n'existent que sur nos serveurs locaux, d'accord? Il n'y a que l'ordinateur sur lequel le site est créé qui peut voir le site. Il n'est pas vraiment en ligne, mais ça permet de créer une image d'un site internet. On a l'impression que tout fonctionne, on a vraiment l'impression d'être sur internet, mais on est en local. Et bien là, avec OdoSwitch, il y a la même chose sur beaucoup d'hébergeurs, je peux créer mon site et quand il sera finalisé, quand il serait bien, choisir de le passer en ligne. Mais je peux commencer à le créer ici, c'est comme s'il était en réseau local. Je vais créer une pré-production et après j'accède à mon site qui n'est pas réellement en ligne, qui n'est pas trouvable via les moteurs de recherche. Dans les actions avancées, je pourrais changer l'adresse de mon site. Alors attention, si je suis Adidas et que je fais pointer vers Nike, d'accord, je dis que ma nouvelle adresse c'est Nike, lui il ne va pas les vérifier que Nike m'appartient. Par contre, les gens qui essaieraient de se connecter à adidas.fr finiraient sur nike.fr. Donc ça demande à ce que j'ai moi d'abord réservé les noms de domaine concernés et je pourrais aller chercher là-dedans tout ce qui pointe vers adidas.fr pour le faire pointer vers nike.fr par exemple. Alors là j'ai fait un exemple déjà avec adidas.fr, le faire pointer sur nike.com. Voilà, c'est rechercher dans toutes mes tables de données tout ce qui contenait adidas.fr pour que ça fonctionne sur la nouvelle adresse. Encore une fois, ça n'est pas une migration de site, ça n'est pas une migration de nom de domaine, c'est plutôt une redirection. Là, si je faisais ça comme ça, j'ai pas d'autres noms de domaine. Si je pointais vers adidas.fr, tous les gens qui essaieraient de se connecter à mon site finiraient sur adidas.fr et j'en ai peut-être pas envie. Je le répète encore, mais il ne s'agit ni d'une migration de site, ni d'une migration de nom de domaine. J'ai fait des tutos là-dessus, je vous les mets en fiche si vous voulez voir ce que c'est qu'une migration de site ou nom de domaine et comment ça se fait. Et voilà, on a fini de faire le tour de cet outil qui est WP Tiger, qui est très pratique parce que ça me permet d'administrer tout mon site WordPress sans avoir à me connecter à l'administration. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça peut aider le référencement de la chaîne et donc aider de plus en plus de monde. Encore une fois, moi je suis formateur, pas youtubeur, je gagne 0 € grâce à ces petites vidéos et je prends sur mon temps libre pour vous les faire. Donc soyez reconnaissants et s'il vous plaît, aidez-moi à partager cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.